Bienvenue dans ce nouveau voyage qu'on commence. On commence un long voyage ensemble ce matin. Dieu voulant, on va faire, pour ma part, on va faire un survol de l'Ancien Testament, puis après ça, un survol du Nouveau Testament. Bref, un survol de la Bible au complet. On en a pour plusieurs années. Puis, entre-temps aussi, Jonathan va faire au moins une fois par mois, il va faire des présentations plus apologétiques, la défense de la foi, le créationnisme, puis aussi d'autres aspects de la défense de la foi. Fait que ça devrait être intéressant et édifiant. C'est vraiment ma prière que ce soit édifiant, que ce soit pas juste de la connaissance, mais que ça produise un amour puis une passion grandissante pour la parole de Dieu, que ça vous donne le goût de creuser encore plus la parole, de l'étudier, puis que ça produise la croissance. Petit point technique, je vous encourage à prendre des notes. Donc, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, là, mais je pense que ça enrichirait parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Je vous encourage à prendre des notes. S'il y en a qui veulent absolument avoir mes notes, que tout est écrit déjà, je peux vous les donner. Là, fait que vous viendrez me voir, puis je vais vous envoyer ça. Je les ai toutes en PDF. Mais on apprend plus en prenant des notes, je pense. Une autre chose que je voulais dire, je veux garder 5 minutes de questions à la fin. Donc, mon plan, c'est qu'à 9h05, j'arrête. Puis, ça va, parce que je veux pas que les questions soient toutes à travers, étant donné que c'est filmé puis ça va être sur YouTube, tu sais, ça va, c'est ça. Je pense que c'est mieux de garder les questions après. Fait que, tout au long de l'enseignement, notez vos questions, puis on va se prendre 5 minutes de réponse aux questions, c'est ça, de 9h05 à 9h10. Ça ressemble à ça. Fait qu'on va commencer. Survol de l'Ancien Testament, vous avez ça à l'écran. Avant de plonger vraiment dans le survol des livres proprement dit, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il y a deux blocs, fait qu'on en a pour quelques mois. Juste de préparation. Le premier bloc, c'est l'arrière-plan historique, culturel et religieux. C'est important quand on veut comprendre la Bible de regarder le contexte historique, culturel, religieux pour mieux comprendre. Fait qu'on va commencer par ça. Puis le deuxième grand bloc, ça va être sur le texte comme tel, la rédaction de l'Ancien Testament, le rassemblement du recueil de l'Ancien Testament, la transmission des textes, le côté plus texte. On va parler de tout ça avant de vraiment faire le survol des livres proprement dit, Genèse, Exode, Lévitique, etc. Donc, 1, 2, 3, go! Là, il faut que je garde l'horloge proche. Arrière-plan historique, on commence avec ça ce matin. C'est bon d'avoir une idée du contexte géographique, historique dans lequel se déroule l'Ancien Testament. Premièrement, c'est la Mésopotamie. La Mésopotamie, le mot vient du grec qui signifie entre les fleuves. Méso, entre, potamos, fleuve, hippopotame, hein, il y a le mot fleuve dedans en passant. Donc, Mésopotamie, entre les fleuves, et on comprend, juste en regardant la map, on comprend pourquoi ils ont appelé ça comme ça. C'est une immense plaine fertile traversée par le Tigre et l'Euphrate, le nom des deux fleuves en question, est connue comme étant le berceau de l'humanité. C'est là que se développa la première grande civilisation post-diluvienne ou après le déluge, les Sumériens. Donc, quand on regarde l'histoire profane, la première civilisation vraiment développée, c'est les Sumériens. Puis comme on va le voir ce matin, ça fit parfaitement avec ce que la Bible enseigne. C'est là que la première civilisation s'est développée selon la Bible également. Sumer est appelé par la Bible le pays de Shinéar. Je vous invite à tourner, on va lire quelques versets de temps en temps. Genèse chapitre 10. C'est vraiment un chapitre passionnant, c'est la table des nations. On a l'origine de toutes les nations de l'Antiquité dans ce chapitre-là, les descendants de Sem, Cam et Japheth. Et on lit dans Genèse 10. En parlant de Nimrod, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné. C'était où ça, ces villes-là? Au pays de Shinéar. Dans l'histoire profane, c'est Sumer. OK? Les Sumériens. Le premier roi des Sumériens fut Nimrod, descendant de Cush, fils de Cam.
On peut lire les versets 8 à 12, toujours Genèse 10, verset 8. Cush, qui est un fils de Cam. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. C'est une façon douce de dire c'est le premier dictateur de l'humanité. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar, au Sumer. De ce pays-là sortit Assur, qui est l'origine des Assyriens. Il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Rézen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Donc, c'est la description biblique de la première grande civilisation avec Nimrod comme premier roi ou dictateur. Là, je suis rendu dans le milieu du paragraphe. Là. Il est possible que Nimrod corresponde à Sargon d'Akkad, le fondateur du premier empire de Mésopotamie vers 2300 avant Jésus-Christ. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Là. J'ai pris ça dans un livre. Si vous voulez approfondir le contexte historique, culturel de l'Ancien Testament, il y a un livre, Le monde de l'Ancien Testament, J.I. Packer et d'autres auteurs. C'est là-dedans que j'avais pris ça. Il y a plusieurs érudits qui identifient Nimrod à Sargon d'Akkad. C'est juste intéressant de voir comment que c'est facile de faire les liens avec l'histoire profane. Une des principales villes de cette région était Babel, qui a changé un peu plus tard pour Babylone. On l'a déjà lu, c'est la première ville sur laquelle Nimrod a régné. La région comptait plusieurs autres cités-États. Fait que, vous les voyez là, c'est ici, Sumer, c'est l'équivalent de la Babylonie, ou la Chaldée. C'est tout territoire, les mêmes territoires. Les Sumériens, descendants de Cam, n'étaient pas les seuls à habiter la Mésopotamie. Il y avait aussi les Sémites, descendants de Sem. Au fil du temps, les Sémites dominèrent et c'est leur langue et leur culture qui prévalurent. Donc, au tout début, la première civilisation, c'est les descendants de Cam, les Sumériens. Puis, les Sémites ont pris le dessus avec le temps, ont dominé la région. Et c'est intéressant encore là de voir le lien avec la Bible parce que même dans le monde profane, okay, lorsqu'on parle des ethnies de ce coin-là puis des langues de ce coin-là, les historiens les appellent les Sémites. Okay? D'où c'est que ça vient ça? Ben, ça vient de tous les écrits de l'Antiquité qu'ils ont toujours appelés les Sémites. Et ça vient de Genèse 10, ça vient de Sem. Fait que c'est facile quand on étudie l'histoire de l'Antiquité de faire des liens avec la Genèse. Genèse 10 en particulier, l'origine des nations, ça fit parfaitement. Et pour moi, c'est une évidence de plus que c'est la vérité. Abraham était un Sémite, un descendant de Sem. Il est sorti d'Ur, en Chaldée, vers 2100 avant Jésus-Christ. On ne lira pas les versets, vous connaissez l'histoire, mais Ur, c'est ici, dans le pays de Sumer, justement, en Babylonie. De 2000 à 1600 avant Jésus-Christ s'étend la période paléo-babylonienne, dans laquelle se succèdent plusieurs rois amorites ou sémites. Donc, comme j'ai dit, c'est les Sémites qui ont pris le dessus dans la région. Le roi le plus important de cette période fut Hammurabi. Ce sont ceux qui ont déjà entendu parler d'Hammurabi, quelques-uns, qui domina sur toute la Mésopotamie. Il est connu, entre autres, pour avoir mis au point des lois. C'est le premier roi qui a vraiment fait des lois civiles détaillées là, pour son royaume. Après 1600 avant Jésus-Christ, la Mésopotamie est généralement divisée entre le royaume médio-babylonien au sud et le royaume médio-assyrien au nord. L'Assyrie finira par l'emporter avec la naissance de l'empire néo-assyrien en 911 avant Jésus-Christ. Donc, pendant très longtemps, il y avait le nord, qui avait le royaume d'Assyrie, ou les Assyriens, et le sud, avec le royaume babylonien. Puis, comme j'ai dit, en 911, ben là, c'est l'Assyrie qui a pris le dessus puis qui a pris le contrôle de toute la Mésopotamie au complet. Donc,
Tout ça, c'est juste pour vous donner un petit peu un background de la région. Il y a beaucoup d'éléments de l'Ancien Testament qui se rattachent à la Mésopotamie. Et c'est bon d'avoir une connaissance au moins sommaire de cette région-là. La deuxième région très importante pour comprendre la Bible, c'est l'Égypte. La seconde grande civilisation post-diluvienne ou après le déluge s'est développée dans les plaines fertiles aux abords du Nil et de son immense delta. On parle du delta, delta veut dire triangle, hein? C'est ici. Les premiers Égyptiens étaient descendants de Mitsraïm, fils de Cam. Si vous êtes là dans Genèse 10, on peut le lire, Genèse 10, verset 6. Les fils de Cam furent Cush, Mitsraïm, Put et Canaan. Donc Mitsraïm, c'est vraiment Égypte en hébreu. L'Égypte en hébreu, c'est Mitsraïm. Et encore aujourd'hui, Égypte en arabe, c'est Mitzr. Et si vous lisez n'importe quel historien de l'Antiquité, et selon la langue, ça varie un peu, mais c'est tout le temps Mitzr, Mitzraïm, ça ressemble à ça. Fait que, encore là, on voit la connexion directe avec Genèse 10. Le nom n'a même pas changé. Les Égyptiens s'appellent encore Mitzr, descendants de Mitzraïm. Bien que souvent divisée sur le plan politique entre la haute et la basse Égypte, l'Égypte demeura relativement unie sur les plans de la langue et de la culture. Donc souvent, politiquement, il y avait la basse Égypte, il y avait un roi qui régnait ici sur la basse Égypte et un autre roi sur la haute Égypte. Et par bout, ils étaient ensemble. Mais c'est quand même une culture unie. L'histoire officielle de l'Égypte fut rédigée en grec par Manéthon, prêtre égyptien, à la demande de Ptolémée Ier Soter, vers 290 avant Jésus-Christ. Fait que vous voyez qu'elle a été écrite très tardivement, l'histoire de l'Égypte, l'histoire de tous les pharaons, les dynasties égyptiennes. Elle a été écrite en 290 avant Jésus-Christ. Il divisa l'histoire des rois en 30 dynasties et les groupa en 3 empires, avec des périodes intermédiaires. Et on va en parler dans quelques instants, mais souvent les historiens ou les archéologues prennent ça pour du cash en bon québécois. Ils se fient vraiment sur ce que Manéthon a écrit, mais il y avait énormément d'approximations et de spéculations. Et bref, la chronologie égyptienne officielle n'est pas fiable. Et souvent les gens prennent ça pour dénigrer la Bible, mais il y a pas mal plus de raisons de croire que c'est Manéthon qui était dans le champ au niveau de la chronologie. La chronologie de Manéthon est cependant controversée. En voici un aperçu. Donc, en noir, c'est la chronologie officielle qui remonte la fondation de l'Égypte aux alentours de 3100 avant Jésus-Christ. Pourquoi ça cause un problème? Ceux qui avaient lu la Bible, il y a le déluge. Le déluge, selon la Bible, c'est quelque part entre 2300 et 2400 avant Jésus-Christ. Fait que forcément, la civilisation égyptienne doit, si on croit à la Bible, si on croit au déluge, doit avoir commencé après le déluge. Et c'est ma conviction. Alors, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail ce matin, mais il y a beaucoup de raisons de croire que la chronologie officielle de l'histoire de l'Égypte n'est pas fiable. Elle a été beaucoup exagérée. Et j'ai mis en rouge juste un exemple. Il y a beaucoup d'érudits, d'archéologues, d'historiens qui ont révisé la chronologie égyptienne. Un de ceux-là, c'est David Down, avec des dates beaucoup plus plausibles, tant qu'à moi. Et ça, c'est tiré de Unwrapping the Pharaohs. Donc, c'est juste un exemple. Là. Il y a plein de livres qui existent qui étudient la chronologie égyptienne. Alors, c'est pas mal plus les chiffres en rouge qui sont bons, selon ma conviction, parce que l'Égypte a été développée après le déluge, c'est certain. Abraham se rendit en Égypte à cause de la famine vers 2085 avant Jésus-Christ. Donc, quand Abraham va en Égypte, là, c'est vraiment les premiers rois, les premières dynasties qui sont là. Et même, petit bonus, l'historien Joséphus, ou Joseph, un historien juif de l'an 100 à peu près après Jésus,
Lui a même écrit que Abraham a amené beaucoup de connaissances, entre autres, comment on appelle ça, astronomiques, puis comment on appelle ça dans les triangles, les cercles, les géométriques. En tout cas, parce que les Chaldéens étaient beaucoup plus avancés dans la science au tout début. Et l'historien Joseph dit qu'Abraham a amené de la connaissance en Égypte. Maintenant, c'est difficile à vérifier, mais c'est intéressant, c'est une possibilité. Un peu plus tard, Joseph fut amené en Égypte comme esclave vers l'an 1900 avant Jésus-Christ. Jacob descendit en Égypte avec toute sa famille vers 1875 avant Jésus-Christ. Il était 70 à ce moment-là. Et le peuple d'Israël n'en sortira que 430 ans plus tard, vers 1445 avant Jésus-Christ. Fait que l'Égypte, le début de l'histoire du peuple d'Israël, la naissance, la formation de ce peuple-là se passe en Égypte. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir au moins une idée générale. La destruction complète de l'armée égyptienne dans la mer Rouge marqua probablement la fin du Moyen Empire. Ça, pour moi, c'est intéressant parce que on s'entend que l'Égypte a été complètement neutralisée à la mer Rouge. La Bible enseigne que toute l'armée du Pharaon, qui était probablement l'armée la plus puissante du monde à cette époque-là, a fini noyée dans la mer Rouge. Et moi, je suis personnellement convaincu que c'est ça qui a mis fin à la... Je vais juste reculer un peu. Vous voyez le Moyen Empire? Je suis convaincu de cette date-là. 14, c'est peut-être pas la date exacte, là, mais bref, c'est à la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, c'est là qu'a mis fin au Moyen Empire. Puis là, ça a pris à peu près 400 ans avant que l'Égypte se reconstruise avec une dynastie forte et une armée, puis tout ça. Fait que ça a eu un impact. La destruction de Pharaon et de son armée dans la mer Rouge, ça a eu un impact énorme dans l'histoire de l'Égypte. Et la période intermédiaire entre le Moyen Empire et le Nouvel Empire, c'est la période des Hyksos, si vous étudiez l'histoire d'Égypte. Et ça, c'est des nations étrangères qui sont venues puis ont pris le contrôle du pays suite à la sortie d'Israël de l'Égypte. Hey, ça va vite. Les Cananéens, on va aller assez vite pour les Cananéens. Ça, bien sûr, c'est le pays où la plupart des choses se passent dans la Bible, le pays de Canaan. Les Cananéens sont des descendants de Canaan, fils de Cam, on l'a lu tantôt. Les principales nations cananéennes étaient les Sidoniens, mieux connus comme étant les Phéniciens dans l'histoire profane. Les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. L'ancien nom de Jérusalem, c'est Jébu, les Jébusiens. Ces nations étaient connues pour leurs pratiques abominables. On n'a pas le temps de le lire, mais entre autres, ils sacrifiaient leur bébé aux idoles. Alors, il n'y avait pas des très bonnes pratiques. Lorsque l'iniquité de ces nations fut à son comble, Dieu les livra entre les mains du peuple d'Israël. On n'a pas le temps de tourner, mais c'est vraiment intéressant. Dans Genèse 15, Dieu dit à Abraham, « Tes descendants vont aller en Égypte pendant 400 ans, et ensuite ils vont revenir, puis je vais leur donner le pays dans lequel tu es présentement, le pays de Canaan. » Puis il donne la raison, il dit, « Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Alors, Dieu a patienté le plus longtemps possible avant d'envoyer le peuple d'Israël prendre possession du pays de Canaan et détruire forcément toutes ces nations-là cananéennes. Il a attendu que leur péché soit à son comble. Et ça nous en dit long sur Dieu. Dieu est patient et il attend le plus longtemps possible avant de juger. Et là, il s'est servi, dans ce cas-là, du peuple d'Israël pour juger ces nations-là qui étaient rendues totalement corrompues. Et c'était irréversible, un peu comme le déluge. Dieu a jugé avec le déluge une fois qu'il n'y avait plus rien à faire avec l'humanité. Les pensées de tous les hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors, peut-être vous demandiez pourquoi Dieu a permis qu'Israël détruise toutes les nations-là et tue tout le monde. Ben, c'était le jugement de ces nations-là parce que leur iniquité était rendue au comble.
Israël entreprit la conquête du pays de Canaan vers 1405 avant Jésus-Christ, donc 40 ans après 40 années dans le désert. Ayant négligé de détruire entièrement ces nations, celles-ci devinrent un piège pour Israël et l'amenèrent rapidement à tomber dans l'idolâtrie. C'est une autre raison pourquoi Dieu voulait qu'il les détruise, c'est qu'il savait ce qui allait se passer. Et ces nations-là ont eu une très mauvaise influence sur Israël. Ils l'ont amené dans l'idolâtrie. Les Philistins n'étaient pas des Cananéens. On voit dans Genèse 10 que c'est des descendants de Mithraïm. Donc, c'est des petits-neveux des Égyptiens, on peut dire, les Philistins. Mais ils habitaient Canaan et furent parmi les pires ennemis d'Israël. Puis les Syriens, vivant juste au nord de Canaan, donc ici, Damas est là, les Syriens étaient là. Eux étaient des descendants d'Aram, fils de Sem, on voit ça dans Genèse 10, 22, des Sémites. Ils furent aussi parmi les pires ennemis d'Israël. 9h05, j'ai réussi. On va arrêter là pour un matin. La partie enseignement, maintenant, on va prendre 5 minutes de questions. Y en a-tu qui ont des questions sur... Ah, puis peut-être juste avant, je voulais dire, je vous ai parlé du monde de l'Ancien Testament. Si jamais ces livres-là vous intéressent, vous pouvez vous les procurer. Le livre sur la chronologie égyptienne. Puis si vous voulez enrichir aussi la formation, il y a des livres de survol de l'Ancien Testament qui se vendent, entre autres, Vue d'ensemble de l'Ancien Testament, de A. Reimers, puis Panorama de l'Ancien Testament. Fait que, si vous voulez enrichir votre survol de l'Ancien Testament, ben vous pouvez choisir un de ces livres-là, puis ça va juste enrichir le cours.